Bonjour à bonsoir à toutes et à tous. On va commencer la conférence. Donc je vous demande de prendre place. Bien, donc je suis Marie-Hélène Barou et je suis la directrice générale de l'ISAE Supaéro et je suis enchantée de vous recevoir si nombreux dans notre établissement, si nombreux et avec des publics si variés. Et donc, je n'en doute pas, avec des points de vue très variés. Et j'en suis très heureuse parce que nous sommes dans une école d'ingénieurs. Et dans une école d'ingénieurs, on pratique le débat. Et donc, il y a une chose que je voudrais dire en introduction avant de passer la main aux organisateurs. C'est que ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, il y ait les confrontations de points de vue. C'est l'objectif de la conférence. Mais ce que je souhaite avant tout, c'est que ça se passe dans un esprit d'écoute, de politesse. Et je serai là pour rappeler si effectivement on n'était pas dans cet esprit. Mais en tout cas, j'ai aucun doute qu'on y sera. Donc, je vous laisse la parole. Merci, mon général. Alors, j'avais prévu de vous passer la parole et de faire l'introduction dans l'autre sens. Mais... Donc, à mon tour, je suis ravi de vous saluer et de vous voir si nombreux aujourd'hui. On a organisé cet événement entre plusieurs écoles. Donc, moi, Philippe Lesage, je suis initialement de formation initiale arts et métiers. J'ai fait un exécutif MBA à mi-parcours chez HEC CPA en 2004. Tout ça commence à dater un peu. Mais c'est à ce titre-là que j'ai le plaisir d'introduire cet événement qui est co-organisé donc à 3. Et à partir de là, comme je ne fais pas ça tous les jours, j'ai besoin de ma petite anti-sèche pour vous présenter tous nos participants. Donc, d'une part, la commission environnement des alumni de HEC Midi-Pyrénées, une équipe de bénévoles engagés que j'ai le plaisir d'animer. D'autre part, le groupe aéronautique et espace des alumni arts et métiers, très actif sur la région, dirigé par Emmanuel Dounouvion, ici présent. Et puis, que je remercie chaleureusement pour son engagement. Et d'autre part, je tiens à remercier tout particulièrement ISAE Supaéro qui nous accueille aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Merci à sa directrice générale, le général Barou, et à l'association des alumni dirigée par Nicolas Marson pour leur hospitalité, leur contribution et puis leur participation, y compris à cette table ronde. Voilà, accueillir ce débat ici dans un lieu emblématique de l'excellence aéronautique et de l'ingénierie française donne un sens tout particulier à nos échanges. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, volontairement ambitieux, même osons le dire un peu provocateur, peut-on concilier croissance du trafic et neutralité carbone en 2050 ? Donc, en deux mots, dans un contexte où la demande du transport aérien continue de croître, les tensions entre les objectifs climatiques, les contraintes technologiques, les impératifs économiques et les attentes sociétales sont plus fortes que jamais. Donc, quel dilemme en particulier pour nous Toulousains, pour qui l'aviation est un levier économique majeur de notre développement. Quel dilemme aussi pour les citoyens que nous sommes, pour qui l'aviation, pour qui la mobilité est une précieuse liberté que l'on n'a certainement pas envie d'abandonner. Voilà, donc on met tous de gros espoirs sur les ruptures technologiques pour décarboner l'aviation, mais bon, est-ce réaliste ? Donc voilà, c'est pour en débattre. On a la chance d'accueillir quatre intervenants de tout premier point, chacun spécialiste d'un des sujets clés, et c'est leur complémentarité qui permettra d'enrichir le débat. Donc, tout d'abord, Christian Scherer, CEO d'Airbus Commercial, et puis Sylvain Panas, directeur Occitanie chez Total Énergie, pardon. Ensuite, Thierry Cotel, conseiller régional, vice-président de la commission économie, emploi
innovation et réindustrialisation. Et puis, messieurs, oui, il y a un truc. Bon, qui se présentera tout à l'heure. Antoine. Ah, ben oui, Antoine Salgas, désolé. Chercheur en économie de la transition environnementale du transport aérien, ISAE Support, donc ici chez vous. Mes excuses. Voilà, que cette table ronde, on l'a pensé d'abord vous, des décideurs, cadres en responsabilité, étudiants en devenir, parce que ces enjeux plus du futur. Et donc, on vous invite à écouter, bien sûr, mais surtout à questionner, car c'est par le dialogue et la confrontation constructive que nous progresserons. Voilà. Et puis, à l'issue des échanges, on aura le plaisir de... J'ai un peu de mal, là. Hein. On aura le plaisir de poursuivre les discussions informelles autour d'un cocktail organisé par les alumni de Supaéro pour prolonger le débat et puis networker en toute convivialité. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, juste on vous prend 2 minutes de plus pour présenter les co-organisateurs. Donc moi, je parle pour la commission environnement des alumni HEC. Donc on est une petite équipe de professionnels motivés pour faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre. C'est à ce titre qu'on a mobilisé cette conférence. Donc, nommément Médéric Sauzet, ici présent, Philippe Nagel, et puis Antoine Barquois et François Sabrier qui va animer la table ronde. Bon, et puis tout de suite, je passe la parole à Emmanuel Dunouvion pour nous dire 2 mots sur le groupe professionnel aéronautique et espace. Oui, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc effectivement, j'occupe du groupe professionnel arts et métiers aéronautique et espace sur Toulouse. Donc on est des alumni, un petit millier d'alumni sur la région. On organise aussi des conférences, pas forcément de cette ampleur, mais pour acculturer sur l'aéronautique et le spatial. Voilà, on a parlé de la fin de vie avec Tarmac, un regard croisé entre le mécanoïdé, le CNES, et dernièrement on a fait une conférence sur les feux de forêt et la proposition de Positive Aviation. Donc ravi de tous vous avoir parmi nous, et vu que vous avez fait votre introduction, du coup on va laisser tout de suite la place à François et à nos intervenants pour ce débat. Merci à tous. Moi aussi, j'ai l'habitude. Bonsoir à tous. Je vais vous remercier une 3e fois ou une 4e fois d'être ici et de venus si nombreux présents ici pour assister donc à la conférence. Je suis François Sabrier, alumni HEC, et par conséquent, parmi les coordinateurs, j'ai le privilège de modérer cette table ronde avec l'espoir que j'en aurai le moins possible à faire. Juste un mot sur ce dont on parle par l'événement de ce soir, en fait, ou même 4 mots. Allez. On va dire amical, sélectif, positif. Amical parce que ce que nous réalisons ici n'est pas un colloque, c'est un événement d'anciens. Allô, oui. Nous avons le privilège plus d'avoir de nombreux étudiants, plutôt en fond de la salle, c'est bien. Mais c'est une réunion d'anciens, une réunion amicale, et ce que nous voulons, c'est nous instruire et passer un bon moment. Select parce que pour passer un bon moment, je trouve qu'on a un beau panel d'intervenants et ça fait partie aussi de l'intérêt de la conférence et puis de l'intérêt de ce genre d'événement, c'est de parler quelque part dans une ambiance assez sereine de sujets qui ont leur lourdeur, leur gravité. Sélectif
parce que parler de décarbonation nécessite normalement le fait de, comment dire, d'assembler des parties prenantes qui sont beaucoup plus nombreuses que celles qui sont représentées ici, en particulier. Courage, Médéric. En particulier, on pourrait parler d'une compagnie aérienne qu'on n'a pas réussi à faire venir, d'autres comment dire, équipementiers ou motoristes aéronautiques. Ça, on l'avait fait venir. Donc le patatras cet après-midi, Éric Dalbiès, directeur stratégie, recherche, technologie et innovation de Safran, nous appelle pour nous dire eh bien mon vol a été annulé. Bon, donc c'est la deuxième absence de la compagnie aérienne, c'est la même. Qui a réellement tenté de saboter la conférence. Et pour revenir à notre... On devrait discuter avec beaucoup plus de parties prenantes et ce serait encore plus intéressant, mais surtout extrêmement long. Or, ce soir, nous sommes censés être sortis tous à 22h45, je vous le rappelle. L'espace, oui, par conséquent, précipitez-vous dès que nous aurons fini sur le cocktail, qui est un des éléments, une des plus belles parties de notre soirée. Un mot pour vous dire aussi, dans le déroulement, où nous allons, où nous en sommes, où nous allons. Là, on en est à l'introduction, je crois que vous avez compris. On va parler de décarbonation. Je finis sur le mot positif. Le changement climatique, tous ceux qui sont dans la salle et qui ont des enfants, adolescents en âge de comprendre ce que c'est, tout le monde sait que c'est anxiogène. Ouais, bon. Ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est d'aborder le sujet de façon réaliste, mais aussi positive, dans une démarche d'action. Et nous avons un certain nombre d'acteurs ici qui sont en mesure de nous dire comment on peut prendre le sujet pour en sortir. Et c'est pour cela aussi qu'on les remercie. Okay, pour nous sortir de l'anxiété et puis pour nous mettre dans l'action. Puisque nous y sommes, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de meilleure manière sur un sujet compliqué et surtout et confus même du point de vue médiatique, comme la décarbonation, que de commencer par poser les bases et poser les chiffres. Okay. L'idée, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de leviers de décarbonation, énormément, et nous allons essayer de travailler les leviers pour cette soirée-là. Les leviers les plus significatifs, ou au moins, lorsque nous parlerons de tous les leviers, de distinguer ceux qui sont très significatifs de ceux qui ne le sont pas. Pour ce faire, eh bien, je me tourne vers Antoine Salgas. Donc, je répète pour Philippe, Antoine Salgas, notre invité. Antoine Salgas est chercheur à Supaéro, chercheur en économie de la transition environnementale du transport aérien, et je vais lire le début du titre de sa thèse parce que je l'ai compris. Modélisation de scénarios prospectifs pour l'aviation. Antoine Salgas a la redoutable mission de nous synthétiser en quelques minutes. Nous devons avoir fini dans 1h30. Donc, en quelques minutes, tous les aspects de la décarbonation. Et pour cela, on le félicite tout de suite et par avance. Merci François pour l'introduction. Donc, comme vous le disiez, c'est vraiment une tâche complexe de faire tenir tout ça en 10 minutes, mais je vais essayer. Donc, sans perdre plus de temps, ma présentation va s'articuler en 3 points. Donc, on va déjà regarder d'où on part. Qu'est-ce que c'est l'aviation aujourd'hui dans les émissions mondiales? Ensuite, on s'intéressera à tous les leviers, ou en tout cas à tous les principaux leviers de la décarbonation, et quelles sont les politiques publiques aussi qui nous permettent d'actionner ces leviers. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que la décarbonation, c'est un défi global qui est considérable. Là, vous avez sur cette figure-là des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui permettent de respecter l'un ou l'autre des objectifs des accords de Paris. Donc, je le rappelle, tout faire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et en tout cas rester bien en dessous de 2 degrés de réchauffement. Donc, soit 85, soit 64% de réduction des gaz à effet de serre à l'échelle globale. Donc, on comprend bien que tous les secteurs ont un rôle à jouer, y compris l'aviation. Et l'aviation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est dans les... Ah, ça marche plus. Après, je peux faire avec une feuille blanche, mais c'est un peu plus compliqué.
Essaye. C'est bon. On a récupéré j'ai récupéré la main. Très bien. Donc aujourd'hui, l'aviation, c'est 2,6% des émissions de CO2 en 2018. Et l'aviation est aussi caractérisée par des effets non CO2 qui lui sont propres. Donc l'émission de traînées de condensation, de NOx, d'aérosols en altitude, qui font que sur l'ensemble du réchauffement, enfin si on regarde l'ensemble du réchauffement entre 2000 et 2018, à l'échelle de toutes les activités humaines, l'aviation a contribué à environ 4,8% de ce réchauffement-là. Un des autres problèmes, c'est que ces émissions-là sont en croissance. Donc, si on regarde une décomposition de l'évolution des émissions de CO2 en fonction de différents facteurs, donc le trafic de passagers, l'efficacité et l'intensité carbone, que vous voyez ici depuis 1973, on se rend compte que le trafic a augmenté d'environ 5,8% par an depuis cette date-là, pendant que l'efficacité, elle, augmentait aussi de manière assez spectaculaire, il faut le dire, de 3,4% par an. L'énergie est restée la même, on a toujours utilisé du kérosène fossile, donc quasiment pas d'évolution de ce côté-là. Ce qui fait que si on combine tout ensemble, on a environ 2,2% d'augmentation des émissions annuelles. Donc vous comprendrez bien que cette tendance-là est insuffisante si on veut s'aligner sur des trajectoires qui descendent fortement comme celle-ci. Maintenant, on a des leviers pour essayer d'inverser cette tendance-là. Donc je vais essayer de vous présenter tous ces leviers-là en utilisant un outil qu'on développe ici à Super Aero qui s'appelle Aeromaps et qui permet de modéliser l'impact des leviers sur la trajectoire de décarbonation. On va commencer par le levier historique, donc l'efficacité, que vous voyez ici. Donc déjà, si on faisait rien, qu'on gardait les avions de 2019 et qu'on suivait une croissance du trafic de 3,6% qui est utilisée par certains industriels, on augmenterait de 150% nos émissions. Mais ça, bien sûr, on n'a pas gardé les avions de 2019. On a déjà commencé à les remplacer par une flotte avec des A320 Neo, des A350 par exemple, ce qui fait qu'on arrive déjà à réduire un petit peu cette prévision. On va aussi introduire des nouvelles générations d'avions, donc avec par exemple des moteurs open rotor, UHBR, une voilure, un fuselage optimisé qui nous permettent d'estimer aller en 20% à la grosse maille, on parle d'ordre de grandeur ici, les gains qu'on pourrait attendre d'un avion qui rentrerait en service en 2035. Donc ces avions-là vont aussi rentrer dans la flotte. D'autres leviers, toujours en termes d'efficacité énergétique, on peut attendre des compagnies aériennes et du contrôle aérien qui s'améliorent un petit peu pour gagner, on va dire, 8% d'efficacité supplémentaire d'ici à 2050. Un autre intérêt de ce qu'on appelle de l'efficacité opérationnelle, c'est qu'on va pouvoir agir très fortement sur les effets non CO2. C'est à peu près la moitié de l'impact climatique, et avec ces mesures opérationnelles, on peut faire en sorte que les avions volent plus ou moins haut pour essayer d'éviter les zones qu'on appelle des zones super où il y a de l'eau en suspension, qui fait que les avions vont générer des traînées de condensation. Donc c'est un levier très facile, plus facile que les autres à activer, qui permet d'avoir un gros impact sur le réchauffement climatique. On va aussi pouvoir remplir les avions davantage. Aujourd'hui, on a entre 80 et 85% de taux de remplissage. Il y a des compagnies comme Ryanair, par exemple, qui sont toujours au-dessus de 90%. On peut espérer tendre vers des valeurs comme ça pour, là aussi, gagner en gain d'efficacité. Une fois qu'on a combiné tout ça, qu'on garde toujours du kérosène fossile, vous voyez qu'on continue d'augmenter les émissions par rapport au niveau de 2019, environ 42%. Et une chose très importante à comprendre quand on parle de décarbonation, c'est que la valeur 2050, elle apporte moins que l'ensemble des émissions sur la durée ici. En fait, c'est l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère qui vient diriger le réchauffement climatique. Et donc, avec cette trajectoire-là, on émet 37 gigatonnes de CO2, donc c'est déjà moins que si on n'avait rien fait, mais c'est toujours à peu près 5% d'un budget carbone qui ferait réchauffer la planète de 1,8 degré. Donc c'est plus que les 2,6% de contribution actuelle. Par contre, cette trajectoire-là, elle a de bonnes chances d'intervenir parce que toutes ces mesures-là, elles font en sorte que finalement, on réduit la consommation énergétique des avions, donc par là, on réduit les dépenses des compagnies aériennes. Tout le monde a intérêt à faire cette décarbonation-là. On peut aller plus loin, bien sûr, avec des flottes qui sont renouvelées plus rapidement, avec des générations plus fréquentes, ou aussi avec l'utilisation d'avions à hydrogène, d'avions électriques. Je ne les ai pas considérés dans ce scénario illustratif-là. Pourquoi? L'hydrogène risque d'arriver un peu tard pour avoir un effet significatif en 2050, et l'électrique qui est quand même cantonné sur des routes relativement faible distance, qui fait que, allez, par exemple, prenez les routes en dessous de 1000 km, c'est à peu près 15% des émissions de l'aérien aujourd'hui. Donc ça n'a pas un impact significatif, mais on peut quand même le considérer. On peut aussi densifier les cabines, enlever les lits par exemple. Voilà, il y a plein d'options. Je ne suis pas là pour dire si elles sont mauvaises ou bonnes. On peut aller plus loin sur l'efficacité si on le souhaite. Donc, si on en repart d'ici, on a besoin d'activer un autre levier, donc les carburants. On voit ici dans la décomposition du début. Les carburants, il y a plusieurs moyens de les faire avec différents types de biomasse qu'on peut modéliser, ou aussi en utilisant du CO2 et de l'hydrogène pour fabriquer des électrocarburants.
Là aussi, il y a tout un tas de limites qu'il faut mentionner. Donc, certains de ces carburants-là sont très intéressants environnement parlant, mais ont un potentiel limité en termes de ressources. D'autres ont moins ce problème de ressources-là, mais ont des facteurs d'émission qui ne sont pas très intéressants par rapport au kérosène, si on considère l'ensemble du cycle de vie. Il y a aussi des impacts sur les écosystèmes, sur le sol, qu'il faut prendre en compte. Par exemple, si vous utilisez des résidus d'agroforesterie, vous enlevez des intrants dans l'écosystème, donc il faut le prendre en compte. Et des concurrences d'usage à la fois avec, par exemple, l'alimentation ou d'autres secteurs du transport qui, eux aussi, réclament de la biomasse pour faire leur énergie. Et un des problèmes aussi de ces énergies-là, c'est qu'elles sont plus chères que le kérosène. C'est un peu plus compliqué à produire. Donc, voilà, on peut estimer entre fois 1,5, fois 7, selon les estimations, le prix de ces carburants-là par rapport au kérosène. Néanmoins, si on utilise par exemple ce qu'on prévoit de faire en Europe, donc RefuelEU, qui vise à mettre 70% de carburant dans les réservoirs des avions d'ici à 2050, on arrive à encore réduire les émissions du secteur aérien. Donc là, on arrive à réduire de 75% par rapport à ce qu'on n'avait rien fait, et de 38% par rapport à 2019. Vous voyez que le budget carbone diminue encore, on est à 3,7% cette fois. Par contre, le coût augmente. Là, avec la modélisation qu'on a fait, on passe de 7,5 à 9,5 centimes par siège kilomètre. Et aussi, beaucoup d'investissements sont nécessaires pour suivre cette trajectoire-là. Il faut développer tout un tas d'infrastructures pour la production de cette énergie. On consomme là-dessus environ 13,5% de la biomasse disponible pour l'ensemble de l'humanité, selon des scénarios de l'IEA ou du GIEC, avec ce scénario-là. Et 4000 TWh d'électricité, donc à peu près 6% de la production qu'on estime en 2050 si on se lance dans la décarbonation, et 165%, donc une fois et demie, la production totale du photovoltaïque et de l'éolien en 2020. Ce qui nous amène à considérer d'autres leviers qui sont un peu plus polémiques, on va dire. Donc par exemple, le trafic. Le trafic, je vais venir distinguer deux choses. Donc déjà, on peut parler de sobriété subie, avec ce qu'on voyait sur la slide précédente. Si vous avez de l'énergie plus chère et des politiques publiques qui, par exemple une taxe carbone, qui sont designées pour mettre en place ces carburants, on va avoir un prix du transport aérien plus cher. Donc avec l'élasticité prix de la demande, on a un autre équilibre du marché et donc un peu moins de demande. On peut opposer à ça une sobriété qu'on va dire plutôt choisie ou imposée, c'est selon, avec une réduction de la demande via des quotas, via de la fiscalité, via une réduction de l'offre aussi, moins de slots dans les aéroports. C'est des choses qui existent et qui sont des leviers en venant directement réduire la croissance du trafic. Là aussi, il y a tout un tas de limites. Je vais parler de disparité régionale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un Américain vole 4 fois plus que la moyenne, un Indien 9 fois moins que la moyenne, donc on ne peut pas appliquer ces mesures de sobriété de la même manière selon les régions. Il y a des questions d'acceptabilité sociétale aussi, parce que ce n'est pas des mesures qui sont faciles à mettre en place. Et il faut aussi se poser la question de ce qu'on est en train de comparer. Est-ce qu'on est en train de regarder la valeur de... On peut comparer par exemple la valeur de prendre un vol, la valeur de la demande ajoutée, par rapport au dommage marginal climatique qu'on va faire dans le futur. Mais c'est très compliqué, il y a tout un pan de l'économie de l'environnement qui s'intéresse à ça. Mais c'est vraiment la question qu'on se pose en fait. Est-ce qu'il vaut mieux émettre une tonne de CO2 maintenant pour faire un vol, ou est-ce que cette tonne de CO2 va faire plus de dommages, avec les autres dommages environnementaux, bien sûr, dans 60 ans? C'est très compliqué à comparer. Toujours est-il que si on actionne ce levier, par exemple, là, vous voyez, avec une stagnation du trafic, j'ai volontairement pris un cas un peu extrême, on arrive encore à réduire notre budget carbone, là, à 3,2% d'un budget pour 1,5 degré cette fois. Et par contre, sur les ressources énergétiques, on arrive à baisser la pression qu'on avait un peu plus forte sur la slide précédente. Et enfin, ce soir, on parlait de net zéro. Qu'est-ce que c'est le net zéro? Vous avez vu qu'avec toutes les options précédentes, même en utilisant très peu de croissance, on n'arrive jamais à net zéro. Pourquoi? Parce que le net zéro, c'est un levier qu'on appelle extra-sectoriel. On vient enlever du CO2 une fois qu'on a modélisé notre intra-sectoriel. Il y a beaucoup de recommandations scientifiques qui considèrent que le net zéro ne se tient que dans un cadre global ou territorial. Pourquoi? Parce que il faut être sûr que les émissions... Si tout le monde est à net zéro, on n'est pas à net zéro. Parce qu'il y a des secteurs qui doivent être net négatifs. Par exemple, l'agriculture, la foresterie doit être net négatif. Donc il vaut mieux considérer ça à l'échelle d'un territoire. Et aussi un point de vigilance important, neutre en CO2 ne veut pas dire neutre climatiquement. Surtout pour l'aviation, on a vu, il y a des contrails. Si on veut être neutre climatiquement, il faut être négatif en CO2. Un point important là aussi. Il y a souvent une surestimation des bénéfices, donc il faut faire attention. Même si on en a besoin, il faut toujours faire attention à ces points-là. Et il y a un potentiel qui reste relativement limité. Si on s'en tient en projection du GIEC, on devrait, suivant les scénarios, être entre 1 et 17 gigatonnes. La fourchette est assez grosse quand même, j'en conviens. De capture et de séquestration du carbone en 2050. Une gigatonne, c'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui nous reste ici à décarboner. On est à 1000 mégatonnes ici. Et enfin, un point d'ouverture un peu stressant pour l'aviation, c'est que le coût de ces mesures de séquestration-là
par tonne de CO2 est à peu près équivalent à celui d'acheter des e-fuels pour décarboner. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vraiment aller sur les e-fuels ou est-ce qu'on va juste choisir de tout séquestrer avec les limites que j'évoque ici? C'est un point d'ouverture qui est très important à considérer. Et enfin, je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ces leviers-là ne sont pas actionnés sans politique publique. On a vu, il y a des options, par exemple pour utiliser des carburants, qui ne sont pas dans le business as usual, qui coûtent plus cher que si on laisse le système en évolution libre. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit taxer, soit obliger, soit subventionner. C'est à chaque fois pour le même but, mais ça n'a pas les mêmes effets sur le marché. Pas le même impact sur le trafic, pas les mêmes transferts entre les différents groupes de la population, et surtout pas la même flexibilité de décarbonation pour les acteurs. Et oui, voilà, exactement. Pas la même flexibilité. C'est-à-dire que si vous mettez une taxe carbone, une compagnie peut choisir ce qu'elle veut faire. Si vous lui dites utiliser 30% de ce SAF-là, elle doit faire ça, même si elle a des autres moyens de se décarboner, par exemple. Il y a différents mécanismes qui existent. Je ne vais pas les détailler trop. Corsia, qui vise à stabiliser les émissions internationales, enfin la plupart au niveau de 2019. Il y a l'utilisation de SAF, et pas mal de compensations. En Europe, on a un système assez complet avec d'un côté Refuel EU qui vise à porter la part des SAF à 70% en 2050 et EU ETS qui inclut l'aviation dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions. Donc, c'est-à-dire qu'on va piloter la quantité totale de CO2 qui peut être émise en Europe par un certain nombre de secteurs et ça diminue au fil du temps. Et aux États-Unis, il y avait le SAF Green Challenge qui commence un peu à prendre du plomb dans l'aile avec les dernières évolutions de la politique de Donald Trump, qui là vise à mettre des réductions fiscales pour les entreprises qui produisent du SAF. Voilà. Donc, si je dois résumer cette présentation, dernière slide, on a différents types de leviers, très importants. Chacun, on ne peut pas en faire un et pas l'autre. Et là, si on regarde, par exemple, en 2050, pour résumer ça, l'impact de chacun des leviers, on a réduit de 2,1 gigatonnes par an en 2050. On est toujours à 700 mégatonnes ici, mais on a quand même bien réduit. 27% de ça est attribuable au renouvellement qui est déjà engagé, 30% à la nouvelle génération d'avions et d'opérations et 43% à l'énergie. Donc on ne peut pas faire sans changer l'énergie. C'est vraiment une part très importante de ce qu'on fera en 2050. Et deux messages assez cruciaux dans ma présentation, c'est que la trajectoire, donc toutes les émissions qu'on a là-dessous, là, sous notre trajectoire de décarbonation, comptent bien plus d'un point de vue climatique que le point auquel on atteint en 2050. Donc, c'est pas intéressant d'attendre la dernière minute pour agir. Il faut agir le plus rapidement possible. Et il y a une notion d'arbitrage sociétaux aussi. À quel point on alloue des ressources, à quel secteur, quelle société on a envie pour demain. Est-ce qu'on veut une société avec beaucoup d'avions, une société avec moins d'avions? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est des choix. Après, il y a des chiffres derrière. Et notre simulateur qu'on développe ici, Aeromaps, que vous pouvez tous consulter en ligne, vous permet justement de venir simuler votre propre scénario de décarbonation en jouant sur différents leviers. Donc, je vous incite tous à le faire. Voilà, merci beaucoup. Merci pour la question et merci pour les retours sur la présentation. Donc, ce levier, on le considère via tout ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle. Là, on a choisi de tout mettre ensemble. Et dans ce terme-là, il y a deux sujets distincts, à mon avis. Il y a un premier sujet qui est l'optimisation du contrôle aérien. Donc, à la fois faire des routes plus directes, par exemple, ou des approches continues, pour citer que ça. Et il y a l'optimisation de l'exploitation des compagnies aériennes en elles-mêmes, avec des entreprises, par exemple à Toulouse, Open Airlines, qui est spécialisée là-dedans, qui vise à faire en sorte que les compagnies utilisent le moins de fuel, qu'elles optimisent leurs opérations, tout simplement. Voilà. D'abord, félicitations. Vous avez votre place chez Airbus. L'analyse est extrêmement pertinente et elle fait écho à ce que je pourrais vous raconter. Bon, on peut se bagarrer sur les décimales, les chiffres, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement l'avenir. Nous risquons, nous plus que risquons, d'aller dans une impasse si l'action n'est pas prise. Et donc, au risque de décevoir ceux qui s'attendent peut-être à un peu de polémique, ben oui, merci de l'éloge tout à l'heure, le plus grand avionneur du monde, ben, il a pris le taureau par les cornes. Nous avons passé trop d'années à être sur la défensive, à dire mais on n'est que 2% du CO2, sans parler des autres émissions. Il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus polluants que nous, beaucoup plus contributeurs au réchauffement, etc., etc. Donc, quand on a pris conscience dans
notre maison il y a finalement pas si longtemps que ça, 5-6 ans j'ai envie de dire, que la moitié de la flotte mondiale d'avions, c'était des avions fabriqués par cette petite société de Blagnac, et que donc cette petite société de Blagnac, sur son scope 1, 2, 3, contribuait à plus de 1% des émissions de carbone du monde, ben on a eu un moment de chair de poule. Et notre maison s'est mise en action pour être acteur et non pas spectateur ou passif dans la décarbonation. Alors ça ne nous a pas attiré que des amis, ni des contributions à la bottom line de la maison. Mais effectivement, les 4 grands vecteurs sont 1, celui-là, vous allez sourire, c'est self-serving, comme on dit en anglais. Ah oui, acheter les avions plus modernes, ils consomment beaucoup moins. Quand on pense qu'il y a que 2 tiers de la flotte mondiale qui sont des avions d'ancienne génération, les chiffres que montrait Antoine sont parfaitement pertinents. Le plus grand pas en avant qu'on peut faire déjà aujourd'hui, sans empiéter sur le fonctionnement économique, parce que le transport aérien est un catalyseur de valeur économique dans le monde, eh bien, c'est le remplacement par des avions modernes. Le deuxième grand vecteur, là, je vais peut-être oser aller un petit peu à l'encontre de la science d'Antoine, l'optimisation, ce que vous appeliez tout à l'heure, l'optimisation de l'utilisation des avions, à notre humble avis, c'est plus que 8%. Je rentre à l'instant du sud de l'Espagne et mon avion, qui est parti de Jerez, il est allé nord, Bilbao, ensuite il a serré un gros virage à droite, et il a traversé les Pyrénées, il a fait des zigzags pour aller jusqu'à Toulouse, pour enfin venir se poser à Toulouse. Si on optimisait cette trajectoire, ce que la technologie actuelle digitale nous permet de faire, eh ben, on économise déjà bien plus que 8%. Sans compter les mesures annexes qui sont peut-être un peu plus négligeables. Troisième grand volet, c'est les carburants alternatifs. Alors là, nos amis, nos clients, les compagnies aériennes, je me suis bien fait taper sur les doigts au fil des ans par mon copain Ben Smith, ici absent, en me disant mais Christian, contentez-vous de construire les avions à l'heure et en bonne qualité, nous on les opère, ne t'occupe pas du kérosène que l'on opère. Nous on se permet de nous inviter dans ce débat à dire si les carburants durables sont un ingrédient nécessaire à la décarbonation, et on s'estime en droit de le dire parce que nous, dans nos propres opérations, alors elles sont petites par rapport à la France, etc., nos vols d'essai, nos vols de convoyage, notre logistique de transport, eh bien déjà aujourd'hui, Airbus achète et utilise environ 20% de carburant durable. Et puis, oui, ça suffit pas. Après, il y a les mesures de compensation qui sont un peu la variable d'ajustement, mais elles ont le mérite d'exister. Et oui, aujourd'hui, Airbus achète des certificats de carbone qui sont des réductions de carbone, de capture de carbone opérées par d'autres, pour nous acheter une bonne note, parce que nous y croyons. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Tiens, comme on est dans un débat contradictoire, peut-être, je vais jeter une petite pièce dans la machine de provocation, là. Pardonnez-moi, mais le fait qu'en Europe, on ait encore aujourd'hui ce contrôle aérien complètement fragmenté, où chaque pays tient à sa souveraineté, surtout pour faire gling-gling dans la caisse en collectant, en ramassant les redevances, mais aussi pour ne pas confronter à un problème éventuellement social de diminution du nombre de contrôleurs aériens, etc., etc. Alors que la technologie, elle est là, elle nous mord les orteils.
C'est vraiment dommage. Et je dis ça, je me permets de dire ça parce que la politique européenne a créé la société pour laquelle j'ai bossé pendant 40 ans. Et c'était une volonté politique de créer Airbus dans les années 60. Donc rien ne pourrait nous empêcher aujourd'hui de reconduire la même chose sur quelque chose qui est beaucoup moins difficile à faire que les apports technologiques entre 4 pays qui se sont tapés sur la figure encore 20 ans avant. Aujourd'hui, la technologie existe pour intégrer le ciel européen et faire un bond en avant, ne serait-ce que de 10% déjà de réduction de CO2. Voilà. J'ai pas vu le drapeau s'agiter, mais je m'en tiens à ça pour l'instant. Bonsoir à tous. Merci François pour cette question. Alors, je vais y répondre, mais avant, 2 petits commentaires. Le premier, merci Antoine encore une fois pour l'introduction. Je n'ai jamais ni vu ni entendu un propos aussi concis et clair sur le sujet de la décarbonation de l'aéronautique, donc bravo. Voilà. Et donc, vous avez aussi votre place chez Total Energy. Alors, évidemment, on va parler de décarbonation de l'aéronautique, mais en fait, notre métier, en ce moment et depuis 5 ans maintenant, c'est de décarboner tout le mix énergétique. Donc, ça vous a pas échappé, on a changé de nom en 2020. Total n'existe plus, c'est Total Energy avec un S. Et donc, on est devenu producteur multi-énergie et en gros, on sait faire toutes les énergies possibles et imaginables partout dans le monde. Donc, on produit et on vend ce que veulent les gens. Et là, c'est un sujet important quand même parce que je vais faire ma première parenthèse dans l'introduction et elle est importante et elle rejoint un petit peu des éléments que vous avez évoqués en introduction, Antoine. Le premier sujet, c'est qu'on est 8 milliards sur Terre. Il y a 4 milliards d'habitants sur Terre qui ont un accès suffisant à l'énergie pour pouvoir se soigner et s'éduquer convenablement. On en fait partie. Et puis, il y a 4 milliards d'habitants sur Terre qui, selon l'ONU, n'ont pas un accès suffisant à l'énergie pour avoir un accès suffisant à la santé et à l'éducation. Il y a un lien direct, il y a des droites, complètement linéaires, entre accès à l'énergie et qualité de vie. Et donc, notre métier aussi, c'est de faire en sorte que les gens qui n'ont pas accès à de l'énergie aujourd'hui ou pas assez, et sur ces 4 milliards, il y en a 1 milliard qui n'ont pas accès à l'énergie du tout. Pour qui, ça a été évoqué sur le sujet de l'Inde, pour qui juste avoir du gaz ou de l'électricité pour faire à manger, c'est un luxe. Donc, il y a quand même déjà ce sujet-là qui est important et qui est vital et qui nous fait partie de nos missions. Alors nous, notre métier, c'est de produire une énergie fiable, abondante, pas chère, et puis de plus en plus décarbonée. À présent, depuis 5 ans, on est dessus. Depuis 5 ans, on est passé de rien en termes de pas grand-chose en termes de décarbonation. On est aujourd'hui le 3e électricien français et on ne fait que l'électricité verte. Et en 2030, on aura 100 gigawatts d'énergie renouvelable installée dans le monde, ce qui fera vraisemblablement de nous le 3e électricien renouvelable mondial. Il y a un mot dans notre mission qui est important, c'est fiable. On l'oublie tout le temps. Fiable, abondant, pas cher et de plus en plus décarboné. Fiable, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en France, en fait, on se rend pas compte, mais quand vous appuyez sur le bouton, ça marche tout le temps. Quand vous allez à la pompe, il y a tout le temps du carburant, sauf exception près. Et quand vous montez dans un avion, on vous dit pas, attends, va falloir attendre demain parce que finalement, on n'a pas été livré de jet. Et puis la logistique, ça a planté. Donc ça, c'est de la fiabilité, c'est de la supply chain, c'est un vrai métier. Et en fait, en France, ça marche vachement bien. Et juste, ça marche pas bien partout pareil, quoi. Voilà. Donc après ces petits mots d'introduction, on peut parler de décarbonation de l'aéronautique. Pour nous, décarboner l'aéronautique, c'est décarboner le carburant, essentiellement. Même si on a quelques travaux de recherche avec Safran, par exemple, sur les traînées de condensation, c'est des sujets. Et donc décarboner les carburants, c'est faire des SAF, donc Sustainable Aviation Fuel, ou carburant d'aviation durable en bon français. Alors je ne sais pas jusqu'où François vous voulez que j'aille à ce moment-là du propos, mais aujourd'hui les SAF, donc il y a une fonction, on arrive à en vendre, si je commence par le business, parce qu'il y a une obligation réglementaire. En fait, je vais être très clair, à part Airbus, qui a été moteur sur le sujet et qui nous a fait confiance dès le début, les SAF qui vont chez Airbus, ils sont très majoritairement issus de chez nous, et on est très content de voir les belugas. Oui. Alors, et ça va pas baisser. C'est ça la mauvaise. Donc Airbus a clairement une démarche hyper volontaire sur le sujet parce qu'effectivement, on est à 15-20% de SAF dans les belugas qui volent au-dessus de nos têtes pour transporter les pièces et
pour les essais des avions au vol et au sol. Et pour nous, c'est un client fidèle. D'ailleurs, on a une vingtaine de collaborateurs à temps plein qui bossent chez Airbus pour faire le plein des avions et on est intégré à la chaîne de production. Pour les compagnies aériennes, c'est moins fun parce que en fait, très clairement, puis ils sont absents, on peut en parler. S'il n'y a pas l'obligation réglementaire de 2%, ils en achètent pas, quoi. Le marché, il est comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un prix. Le SAF, c'est 2 à 3 fois plus cher que du jet fuel classique. Donc, s'il n'y a pas d'obligation réglementaire, grosso merdo, en Europe, on n'a pas de clients. Et aujourd'hui, nous, on vend. Alors, en 2025, on a produit 155 000 tonnes de SAF en France. On a vendu 150 000 tonnes de SAF en Europe parce que on ne vend pas qu'en France, mais la consommation de la France, c'était 150 000 tonnes. C'est-à-dire juste les 2% qu'il fallait pour la France, quoi. Ni plus, ni moins. Alors, quand même, Air France a une politique volontaire sur le sujet. Nous, on a passé des partenariats à long terme avec eux, donc ça sécurise aussi nos investissements. Alors, quand je parle d'investissement, on peut donner 3 chiffres 2 minutes. On a 6 raffineries en France. 2 de ces 6 raffineries, ont été transformées en bioraffineries. C'est 850 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés. Et on les a réalisés pourquoi ? Parce qu'on savait qu'il y avait ce 2% d'incorporation réglementaire qui allait passer à 6. Sinon, s'il n'y a pas l'obligation réglementaire, nous, on n'investit pas, quoi. Enfin, c'est parce qu'on n'est vraiment pas sûr de pouvoir le vendre. Donc ça, c'est un premier point. Quand on parle de SAF, donc là, on a parlé de la vente. Après, entre les deux, il y a les opérations. Enfin, au milieu, il faut produire. Donc là, c'est pareil, on ne produit pas du SAF dans le fond de son garage. C'est un savoir-faire technique. Donc nous, on produit, on raffine depuis une centaine d'années. Donc raffiner des huiles usagées et des graisses usagées qui sont les matières premières utilisées aujourd'hui pour fabriquer du SAF, c'est pas tout à fait comme raffiner du pétrole. Donc quand j'entends ici et là des acteurs qui disent tiens, je vais fabriquer du SAF parce que c'est super bien, good luck, quoi, parce que nous, ça fait 100 ans qu'on raffine du pétrole et raffiner des huiles et des graisses aujourd'hui pour faire du SAF, c'est pas simple, c'est un challenge technique et donc alors ça a un prix. Et puis on se plante, puis ça marche pas du premier coup, et puis ça a été, c'est un vrai sujet. Et puis le gros sujet, ça a été évoqué sur les SAF, c'est aujourd'hui pour faire de SAF de première génération, donc avec procédé EFA, d'hydrogénation de chaînes grasses, de chaînes carbonées. Il faut avoir accès à ces matières premières. Elles sont diffuses. Il y en a partout. Tout le monde en veut. Donc il y a un vrai sujet de concurrence. J'ai une petite anecdote. Il y a 2 mois, j'étais à une réunion des conseillers au commerce extérieur. Je me suis fait taper sur l'épaule par la patronne Europe de Royal Canin et qui m'a dit le prix de mes croquettes a augmenté de 200% en 3 ans. C'est de ta faute. Et en fait, j'ai pas complètement compris, mais en fait, mais les graisses qui servent à faire du SAF sont les mêmes qui servent à faire les croquettes pour vos chiens, quoi. Et donc, nous, si on arrive à valoriser ces graisses pour faire du SAF et à les vendre à certains prix à Airbus, je suis pas sûr que monsieur et madame Michu soient contents de payer le prix de la croquette x3 parce que le prix des graisses a augmenté, quoi. Et donc, il y a quand même un vrai sujet sur l'accès à ces matières premières, où même nous, c'est de la concurrence en interne chez Total Energy. C'est-à-dire que tout le monde veut ses chaînes carbonées, pour faire du biogaz, pour faire du biodiesel, pour faire du SAF, pour faire des bioplastiques. Et même, j'ai une réunion avec des fabricants de pneus Continental il n'y a pas longtemps, ils sont en train de construire une gamme de biopneus à partir de graisses usagées. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, et on voit le prix de ces matières premières qui devient complètement barjot. Et donc, nous, aujourd'hui, on est actionnaire d'entreprises d'équarrissage pour pouvoir avoir accès aux graisses. Voilà, c'est devenu à peu près aussi barjot que ça, le marché des matières premières pour pouvoir fabriquer du SAF aujourd'hui. Donc, on arrivera, ça s'agite, on arrivera avec ces premières matières premières à aller jusqu'aux 6% d'incorporation en 2030, mais au-delà de ça, il faudra passer sur d'autres procédés. Vous m'entendez? Ah oui, c'est mieux, hein. Merci beaucoup. Antoine Salgas, donc on a vu entre les différents leviers que vous avez montrés, donc l'impact de l'efficacité, qui est le rôle au premier chef de l'industrie aéronautique, l'impact éventuel du trafic,
l'impact des carburants durables, en fait, j'ai envie de vous demander quand même, parce que vu les chiffres que j'ai vus, qui est-ce qui va décarboner Qui va décarboner entre les deux là? C'est ce qu'on a vu, hein, c'est les deux ensemble. Et on a vu sur la dernière slide, c'est à peu près moitié-moitié entre technologie et puis carburant, quoi, si on va dans les très très grandes lignes. Par contre, après, c'est ce que je disais, il reste encore une partie d'émissions incompressibles en dessous, parce que les carburants, ils sont pas à zéro émission, hein. Là aussi, il faut considérer tout leur cycle de vie avec les émissions liées à la production, etc., aux émissions de l'agriculture, par exemple. Après, il reste les deux autres leviers dont je parlais, et ça, après, c'est vraiment des choix de société. J'ai peut-être pas eu le temps d'insister longtemps dessus. Il y avait des travaux qui avaient été menés ici à Super Aero, le référentiel de l'aviation climat, et un des messages clés, c'était qu'en fait, il faut quelque part un arbitrage entre ce que la société alloue au trafic aérien. Ça marche pour le climat, ça marche pour les ressources, et l'évolution du trafic aérien, donc la croissance du trafic aérien, une fois qu'on a déjà tout décarboné. Et là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut être cohérent sur l'ensemble du message. Et là aussi, c'est très important d'envisager la décarbonation du transport aérien dans la décarbonation des autres secteurs. C'est ce qu'on voyait avec l'exemple des matières premières qui sont utilisées pour plein d'autres secteurs. C'est être sûr que la feuille de route qu'on fait là pour l'aérien, elle passe aussi, elle boucle, comme on peut dire en optimisation, si on considère tous les secteurs, qu'il y a assez d'énergie décarbonée pour décarboner tous les secteurs. À la fin, ce qu'on veut, c'est pas décarboner juste un secteur, c'est décarboner l'ensemble de l'économie pour essayer d'arriver à tenir ce qu'on avait sur la première slide. Aujourd'hui, vous avez par exemple des scénarios de l'IEA, donc, qui sont quand même assez volontaristes sur la technologie, où quand on arrive à net zéro CO2 en 2050, l'aviation représente quand même 5% des émissions cumulées sur cette trajectoire-là. Donc, il y a quelque part aussi une réflexion à avoir de société sur quel secteur on priorise, quel secteur on priorise pas, je pense. Ok. Donc, ma réponse en cours, les avionneurs, les énergéticiens et aussi la société. Ok. Mais finalement, on sera d'accord pour dire qu'on est sur une thématique qui ne dépend pas uniquement de l'industrie aéronautique, quelque part, donc puisque le Total Energy n'est pas encore un industriel de l'aéronautique, même si c'est un fabricant d'électricité, on vient de le comprendre. Et cela plutôt au contraire de tout ce qu'a connu dans son histoire cette industrie-là. On a le fait de l'importance de l'énergéticien et l'importance des choix de société qui seront faits, dont nous avons entendu parler à l'instant. Je veux dire, puis ça commence dès, si je comprends bien, et vous allez juste me dire si je suis d'accord, puisque mon collègue gardien du temps commence à stresser, mais il y a d'une part aujourd'hui dans les manières de fabriquer des carburants durables, des SAF, des ressources qui sont limitées dès lors qu'on le fait à partir de la biomasse. Premier choix, n'est-ce pas? Et quasi immédiat. On est dans une situation où cette limite se fait déjà sentir. Et puis, on a parlé aussi donc, du recours aux compensations donc, qui permettent quelque part de faire le solde entre la capacité de l'ensemble de l'industrie à réduire ses émissions et le net zéro de 2050, qui est aussi quelque part un choix de société. Bon. Cela étant dit, vous êtes d'accord? J'ai compris ou pas? Bien. Ok. Très bien. Cela étant dit, j'étais presque frustré, Christian Scherer, par la manière dont vous avez dit simplement, oui, finalement, on fait renouveler nos avions. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, on met du SAF dedans, ça c'est bien. Ok. Est-ce qu'on peut parler plus finement d'aspects technologiques? Alors, faites-nous rêver avec les prochains avions. Et si on voulait quelque part descendre la question, que signifie pour Airbus la décarbonation de l'aviation commerciale? Est-ce que vous avez les grands axes quelque part que l'on retrouvera sans doute sur les avions qui seront conçus peut-être à la fin de la décennie pour être entrés en service entre 2035 et 2040? Vous faire rêver, je ne sais pas. Je vais vous dire de façon très candide que la prochaine génération d'avions, qui sans doute sera le remplacement de la famille A320, n'introduira pas une énorme rupture technologique.
sauf à amener jusqu'au bout, avec volontarisme, les modèles de propulsion un petit peu comment dirais-je, sensibles. Ce que nous appelons le unducted fan ou l'open rotor, open fan dans la terminologie de certains. C'est-à-dire c'est des hélices, c'est des moteurs non carénés qui ont une efficience bien supérieure aux moteurs carénés. Je dis, vous me voyez hésiter un petit peu parce que c'est un sujet très controversé, parce que ça a tendance à faire un peu plus de bruit. Ça consomme beaucoup moins, ça fait un peu plus de bruit. Non. Il va où notre vote? Il va vers la décarbonation ou vers les gens qui nous promettent moins de nuisances sonores? C'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, la technologie avance et on a une signature sonore sur ces open fans qui est sensiblement la même que celle que nous avons aujourd'hui sur les A320. Il y a beaucoup de progrès technologiques. J'insiste un peu là-dessus parce que ce genre de pari technologique nécessite du courage et nécessite vraiment, je le redis, du volontarisme. Réinventer les règles de certification des avions. Je m'adresse à un parterre de gens qui savent mieux que moi ce que ça signifie, mais il faut se réinventer. Et avec ça, la prochaine génération d'avions pourra avoir une signature énergétique réduite de l'ordre de 20, 25, peut-être même 30%. Mais c'est un pari à faire. On a fait ici, chez nous, dans ce pays, le pari d'introduire les commandes de vol électriques. C'était extrêmement controversé. Eh bien, passer à ce genre de propulsion dans la prochaine génération d'avions, c'est le même genre de pari. Ensuite, plus loin dans le rêve, l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est pénible parce que c'est à moins, je sais plus, certains ici le savent, 240 degrés, ou je ne sais pas qu'il faut le trimballer. Il faut des carapaces énormes, c'est extrêmement contraignant, et puis il n'y en a pas d'hydrogène. Il n'y en a pas assez. Mais nous faisons le pari, et nous faisons énormément de recherches technologiques aujourd'hui pour rendre possible l'utilisation de l'hydrogène, probablement pas dans un premier temps pour de la combustion directe, c'est-à-dire on ne brûlera pas l'hydrogène comme on brûle aujourd'hui le pétrole, mais on utilisera l'hydrogène dans la pile à combustible dont on parle souvent pour produire de l'énergie électrique qui, elle, propulsera des moteurs électriques ou alimentera des moteurs électriques qui eux-mêmes alimenteront ou feront tourner les hélices. Nous y croyons. C'est pas une croyance religieuse. C'est partir de la droite pour arriver à gauche. C'est quelle est la solution qui, aujourd'hui, dans la palette qui nous est offerte, nous permet de décarboner entièrement. Le SAF, c'est 80% de décarbonation, mais il faut encore le produire, etc., etc. L'hydrogène, il nous faut beaucoup d'électricité verte pour produire l'hydrogène, mais à partir du moment où on a de l'électricité renouvelable, on peut produire de l'hydrogène, et là, si tant est qu'on évite les traînées de condensation dont on parlait tout à l'heure, là, on a un avion vraiment propre. On n'y est pas encore, c'est des petits avions, dans un premier temps, les piles à combustible. Tiens, puisqu'il n'est pas là, Safran. Aujourd'hui, mon copain Olivier Andriès a déclaré que l'avion à hydrogène, c'était pour le siècle prochain. Wow. Il n'a pas l'air d'y croire. Hein, mais... Oui. Pourquoi il dit ça? Parce que Safran est un fabricant de moteurs classiques qui consomme beaucoup de pièces, et c'est avec cette consommation de pièces que Safran fait son chiffre. Donc, c'est parce que c'est son intérêt alors. C'est son intérêt. Alors je me profite de son absence pour. Voilà. Mais
les motoristes, que ce soit Safran, General Electric, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, ne voient pas d'un bon œil cette histoire d'hydrogène. Pourquoi? Parce que ça permet à des boîtes comme nous ou d'autres de devenir motoristes. Parce qu'une pile à combustible n'a plus rien à voir avec un réacteur classique. Donc on s'invite dans une chaîne de valeur, dans un écosystème dans lequel aujourd'hui nous ne sommes que clients, parce que nous achetons nos moteurs. Et c'est pour ça que les motoristes n'aiment pas trop. Voilà, un petit crochet là. J'ai répondu à la question. On peut rêver de l'hydrogène. Je peux en rajouter. On doit rêver de l'hydrogène parce qu'aujourd'hui c'est la seule solution que nous voyons. Alors peut-être qu'il y a des Elon Musk dans la salle qui ont d'autres initiatives meilleures que les nôtres, mais c'est la seule solution que nous voyons pour décarboner entièrement. Alors j'ai bien compris que on n'est pas au prochain siècle, et c'est tant mieux parce que personnellement je verrai rien de tout cela. Est-ce que moi j'ai une chance de le voir, l'avion à hydrogène? Il existe déjà, mais à titre expérimental, les tout petits avions. Nous on fait le pari qu'on aura dans une vingtaine d'années suffisamment de maturité de technologie, peut-être même avant, suffisamment de maturité de technologie pour arriver à construire une équation économique qui tienne la route sur un avion, disons, de type régional. Voilà. Eh ben, il faut bien commencer quelque part. Mais encore une fois, il nous faut de l'aide. C'était bien résumé tout à l'heure. C'est pas un avionneur qui peut le faire. C'est l'ensemble des acteurs économiquement intéressés au transport aérien. Je me permets de dire que c'est strictement tout le monde dans un pays développé comme la France. C'est pas ceux qui ont un intérêt et ceux qui n'en ont pas. Nous avons tous un intérêt au transport aérien et à l'aéronautique, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit le citoyen, que ce soit les différentes industries, la chaîne de sous-traitance. On a tous un intérêt à s'y mettre, parce que sinon le retour de bâton va nous interdire. On va devenir les Kodak, les Kodak de l'aéronautique. Alors attendez, j'ai pas fini. Un petit mot sur l'Elfine peut-être. Alors, ça c'est les deux gros contributeurs. Oui, parce que ça c'est Airbus. Même bon là, vous pouvez dire l'open rotor, c'est vrai, c'est autant le motoriste que vous au moins. L'Elfine, c'est quand même exclusivement votre conception. Oui. Donc en gros, pourquoi ça va rendre les avions plus performants et donc réduire leur consommation, et puis et deuxièmement, de combien à peu près? Donc si on dit, je crois que vous avez cité le chiffre de 20% à peu près, c'est ça, de gains liés au moteur seul. Pour moi, c'est pas assez ambitieux, mais non. Combien ça devrait apporter la l'Elfine signature d'un avion de nouvelle génération? Nous, on sera heureux si on atteint à peu près 25% de gains d'efficience et énergétique, de consommation. J'ai envie de dire, grosso modo, la moitié de ça est apportée par le système propulsif, les moteurs. L'autre moitié, c'est la voilure, effectivement, avec les ailes fines, les envergures très larges. Ce sont des ailes bien plus efficientes. Ça vient avec beaucoup de contraintes. D'abord, elles sont très très larges, donc elles sont trop larges pour parquer les avions dans les slots aéroportuaires. Donc, il faut faire des ailes repliables qui entraînent des boucles de complexité, de poids, etc., etc. Donc, tout ça s'oppose. Mais c'est aussi des ailes très très flexibles qui doivent pouvoir amortir les charges créées par les turbulences dans l'air, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de technologies. On va tester d'ailleurs, c'est absolument fascinant. On a acheté un petit avion et on va faire un test entre guillemets à l'échelle réduite sur un Citation. Un jet de Cessna. Un petit jet. Ces ailes fines, c'est en train d'être monté. C'est absolument passionnant. C'est de la technologie. On pensait qu'on était sur une asymptote quasiment plate maintenant sur l'aérodynamique elle-même, etc. Mais cette aile fine va apporter de l'ordre de 10-12% de gain de consommation par siège, par unité.
Alors, je suis obligé de vous poser la question. Alors, c'est vrai que j'ai cité, c'est moi qui ai cité du chiffre de 20%, c'était pas vous, pour le gain lié au moteur. C'est le chiffre que citent les motoristes. Le moteur, alors vous m'entraînez dans un sujet technique et j'ai peur du regard moqueur de ceux qui vont être meilleurs que moi à expliquer ça. Mais ce open fan là, ce moteur, cette hélice, elle vient avec des contraintes. Il y a le bruit, mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe si une pale d'hélice est libérée. C'est une des contraintes de certification à laquelle je faisais allusion. Donc il faut renforcer le fuselage pour pas que cette pale d'hélice qui s'échappe vienne pénétrer le fuselage et causer des dommages catastrophiques. Et donc ça prend du poids. Ce poids, il enlève le bénéfice qu'apporte ce moteur à hélice. Et donc c'est des dilemmes contradictoires qui appartiennent aux ingénieurs d'optimiser. Donc tout ça pour dire que le moteur lui-même, avant d'être installé sur un avion, qui doit le porter, qui doit être carapacé, etc., il apportera un gain de consommation au moins de 20%. Une fois qu'il est installé, par ces mesures qui doivent compenser les risques apportés, on dilue ce bénéfice et on se retrouve avec quelque chose de l'ordre de une quinzaine de pourcents. Encore une fois, ne partez pas en courant avec ces chiffres, mais c'est des ordres de grandeur. Voilà, ça, plus l'aile fine, 10, 12, peut-être un peu plus, voilà, on arrive aux 25% que je mentionne. Au niveau de l'avion intégré. Super. Alors, non, c'est vachement bien, hein. Et ça, je rajoute parce qu'il y a peut-être des gens très intéressés. On aimerait bien être en position de lancer un programme avec ces attributs-là d'ici 3-4 ans. C'est ça. Donc on est début 2026, c'est une réalité 2030. Ok, la dernière tout de même. Alors, on a parlé uniquement de l'open rotor, mais il n'y a pas qu'un seul motoriste. Vous le savez, vous devez le dire à votre ami Olivier Andriès, le directeur général de Safran. Les autres motoristes, ils proposent les mêmes performances, ils annoncent les mêmes gains de performance avec des configurations plus classiques. C'est pas exactement les mêmes. Vous aurez compris que moi j'ai une croyance un peu religieuse sur le sujet. Ces grandes entreprises agissent dans leur intérêt. Aujourd'hui, le champion de la solution Open Fan, c'est General Electric. Safran, associé à Safran, à l'intérieur de la joint venture CFM, mais je le dis, je pense que Safran ne me contredirait pas, le moteur de cette recherche, c'est General Electric, dans le cadre de l'entreprise commune avec Safran. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont aujourd'hui, là on s'éloigne de la technologie, on passe à de la stratégie d'entreprise. Ils font ça pour les mêmes raisons que ma boîte à moi, Airbus, se lance dans une nouvelle génération. Pourquoi? Parce que nous sommes les leaders sur le marché. Et alors là, on arrive à une considération de game theory, pas comment on dit en français. Théorie des jeux. Voilà. J'ai fait HEC, j'ai appris ça. Merci. Comme quoi, ça sert à quelque chose. Finalement. Ouais. Quand on est leader, c'est probablement une bonne idée de se rendre obsolète soi-même. CFM aujourd'hui, c'est incontestablement le leader de la motorisation dans la classe des 30 000 livres, 35 000 livres de poussée. Airbus est le leader sur ce marché-là, les moyens courriers, monocouloirs, les A320 typiquement, à 60% de part de marché. CFM a à peu près 80% de part de marché. Donc, on a tout intérêt, ces deux sociétés leaders sur le marché ont tout intérêt à s'associer
et à offrir, du haut de la crédibilité que nous avons aujourd'hui d'être leader sur le marché, à offrir une solution que d'autres n'ont peut-être pas encore. Parce que sinon, si on se met en position de réaction au lancement de Boeing, par exemple, ou de Pratt & Whitney ou de Rolls-Royce, d'une motorisation plus classique, eh ben, on recommence la donne, on recommence le jeu à zéro. Et donc, il y a aussi cette considération-là de leadership. C'est des boîtes monstrueuses. Aujourd'hui, CFM, Airbus, c'est énorme. Les enjeux sont énormes. On ne peut pas prendre le risque de se mettre sur la défensive, et donc on investit sur ces technologies de rupture. Voilà. C'est pas de ma faute, c'est de la sienne, le drapeau. Là. Alors, il faut dire que vous aviez 2 tours, puisque l'incident avec Eric Dalbiez de Safran cet après-midi, donc, a fait que... J'adore parler pour lui. Oui. C'est mon rêve, c'est de devenir motoriste. C'est ça. Je suis pas sûr qu'il en aurait parlé exactement comme vous, et c'est le malheur de cette table ronde, c'est que pour une fois qu'on a une bonne polémique là, entre le client et le fournisseur, le motoriste et l'avionneur, bon. Enfin, monsieur, alors Sylvain Panas, quand même, vous avez le droit de parler tout de même. Alors, est-ce que on a évoqué d'une part l'importance des carburants durables, qui est quelque part, au moins par sa part dans l'effort de décarbonation d'ici 2050, le recours aux carburants durables est le premier levier quantitatif. Je parle sous le contrôle d'Antoine Salgas de Supaéro, toujours. On a dit également levier quantitatif, donc premier, mais levier quantitatif sous réserve d'être capable de fabriquer du carburant durable, alors que les procédés actuellement utilisés, donc recours à ce qu'on appelle aussi la biomasse, il y a plusieurs manières de l'appeler, qui est une denrée éminemment limitée. Par conséquent, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu éventuellement des procédés de fabrication actuels et éventuellement de ce sur quoi travaille Total Energy, notamment dans le secteur des carburants de synthèse. Et puis j'en ai une dernière question tout de même qui est d'ordre technologique et plus et peut-être sociétal, mais puisque Total Energy est un électricien, on peut y aller quoi. Est-ce que vous pourrez nous dire un peu plus précisément, ou peut-être qu'Antoine Salgas peut le faire en fait, encore une fois, ou redonner l'ordre de grandeur de l'énergie décarbonée qui est nécessaire pour fabriquer les carburants durables dans les quantités qui seraient nécessaires en 2050, et par conséquent, est-ce qu'on peut avoir des ordres de grandeur aussi de chiffres de cet investissement-là? Alors Sylvain Panas, vous passez le micro tout de suite. Je peux juste commencer pour rappeler les ordres de grandeur que j'ai présentés tout à l'heure. Donc là, si on suit le mandat d'incorporation ReFuelEU, donc qui est une législation européenne mais au niveau mondial, c'est-à-dire que toute la flotte suit ce que j'ai présenté derrière, on aura 35% d'électrocarburants. Donc, le terme officiel, c'est des SAF qui ne sont pas d'origine biologique. Et les 35% restants, on peut faire ce qu'on veut. Donc, soit biologique, soit pas biologique. Mais vu que biologique, c'est a priori un peu moins cher pour l'instant. Ça devrait être 35% d'e-fuel et 35% de SAF. Et potentiellement d'hydrogène s'il y a un avion d'ici à 2050. Mais peut-être un peu trop court. Du coup, si on suit ça, on a besoin de 13,5 hexajoules de biomasse. Donc, ça dit pas grand-chose comme ça. Mais si on regarde des scénarios d'ensemble, comme je disais encore tout à l'heure, on a 100 hexajoules de biomasse disponibles pour décarboner l'ensemble de la société. Ça vient des scénarios du GIEC et de l'IEA, ça converge à peu près pareil. Donc ça, c'est assez difficile à se représenter, mais voilà, faut dire que c'est 13,5% de tout ce qu'on peut faire pour la biomasse. Et comme on disait, il y a besoin d'aussi il y a beaucoup d'autres secteurs qui ont besoin de biomasse. Et pour l'électricité, là, le scénario que je présentais, en prenant en compte les rendements pour fabriquer les e-fuels, c'est si on capte le CO2 dans l'atmosphère et qu'on fabrique de l'hydrogène avec de l'électrolyse, qu'on les mélange ensemble, ça demande quand même beaucoup d'énergie au final, vous comprendrez bien. Et là, on a besoin de 4000 TWh. La production française, ça doit être 2000 TWh, je crois. Et ce que je disais à titre d'ordre de grandeur, c'est que l'ensemble du photovoltaïque et de l'éolien en 2020, ça augmente vite, mais en 2020, c'était quelque chose comme 2500, 3000 TWh. Voilà, une fois et demie tout ce qu'on produit en 2020. Après, il faut le voir de manière dynamique. Si on veut se décarboner, il faut produire plus.
Je vais répondre à votre question, François, mais avant, deux petites choses. Vous avez fait HEC, mais vous avez dit deux trucs inexacts. La première chose, c'est on est finalement sous-traitant aéronautique. En fait, c'est assez peu connu, mais dans tous les avions, il y a des batteries. Et les batteries, c'est Saft. Et Saft, c'est Total Energy. Et dans tous les avions, il y a des pièces en plastique produites par Hutchinson. Et Hutchinson, c'est Total Energy. Donc, on est quand même intégré à la chaîne aéronautique. Voilà. Première inexactitude. La deuxième, vous nous aviez présenté comme étant des spécialistes du sujet. Je ne suis pas spécialiste du sujet du tout. Moi, je représente la compagnie dans la région et je dois couvrir 20 activités. Donc, voilà, l'aviation en est une, mais donc pas spécialiste. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit là, il y a une piste qui est travaillée en ce moment, pas par nous, mais qu'on regarde de très très près quand même sur le sujet biomasse, qui est politiquement touchy, mais qui est la production agricole dédiée pour produire des oléagineux. En fait, en vrai, la France le fait déjà. Voilà. Quand vous allez à la pompe faire le plein de diesel, 9% du diesel est déjà du biodiesel, produit essentiellement à partir d'huile de colza. En France, c'est comme ça, c'est la réglementation française. Donc en fait, la France produit déjà des oléagineux pour faire des biocarburants. Dans le super, c'est du bioéthanol. Et c'est pareil, c'est à peu près 9-10% à la pompe chez tout le monde, hein, c'est la réglementation. Et donc, il y a quand même des sujets de culture dédiée, agricole, de valorisation d'interculture, donc entre deux cultures principales vivrières. Il y a des agriculteurs qui travaillent sur... Et ici, à Toulouse, il y a l'école d'ingénieurs de Purpan, pas très loin d'ici, qui travaillent clairement sur le sujet. Ils sont en train de travailler, et on va peut-être s'intégrer avec eux, sur une chaire agriculture et énergie, puisqu'en fait, l'agriculture est historiquement très proche du monde de l'énergie. L'agriculture produit déjà du gaz vert qui est réinjecté dans les tuyaux. Il y a les sujets d'électricité verte avec des parcs agrivoltaïques. Et puis, les éoliennes que vous voyez un peu partout sur le territoire français, en fait, en vrai, elles sont chez les agriculteurs, quoi. Donc, l'agriculture productrice d'énergie, c'est pas complètement cinglé. Et l'agriculture productrice d'oléagineux pour faire du SAF, c'est pas complètement barré non plus comme idée, quoi. Donc, ça peut participer, en tout cas. Voilà. On fera pas voler 100% des avions avec de l'huile de colza, mais vraisemblablement, ça peut participer, quoi. Votre question, c'était? Alors, on a parlé, j'ai retenu de ce que vient de dire Antoine Salgas, 35% de carburant de synthèse, 35% d'autres carburants durables. Où est-ce qu'on... Enfin, 2 ou 3 repères, mais très simples, hein, sur où on en est dans, quelque part, la maturité de la fabrication de carburants de synthèse et du coup, leur coût. C'est très cher et c'est pas fastoche. Voilà. Non, en fait, sérieusement, donc pour faire du carburant de synthèse, il faut de l'hydrogène vert. Donc le même hydrogène qu'il faudra si on veut faire voler des avions en hydrogène. Et je peux vous prie de me croire que produire de l'hydrogène vert aujourd'hui et essayer d'en avoir, c'est pas simple. Donc déjà, avant de faire voler un avion hydrogène, il va falloir produire l'hydrogène. Et on va être en concurrence avec les avionneurs parce que nous, pour décarboner nos sites de production, on achète de l'hydrogène vert. En fait, pour faire du carburant, il faut hydrogéner des chaînes carbonées. Jusqu'à maintenant, on le faisait avec de l'hydrogène gris, issu de cassage de méthane. Demain, et aujourd'hui, on le fait, c'est parti, avec de l'hydrogène vert. On a lancé des appels d'offres monstrueux pour avoir de l'hydrogène vert, donc à l'échelle mondiale, auprès de grosses sociétés gazières comme Air Liquide, Air Product, Linde, etc. Et on a du mal à avoir les volumes dont on a besoin. Donc il va falloir produire cet hydrogène, c'est un vrai gros sujet. Et pour produire de l'hydrogène vert, il faut de l'électricité renouvelable. Et il y a des zones dans le monde où ça va être plus facile que d'autres. Et en France, c'est pas super facile. Voilà. Donc, pour produire de l'hydrogène vert, il va falloir faire de l'électricité verte. Et là, j'ai l'impression de radoter parce que je dis un peu tous les jours les mêmes choses, mais nous, pour développer un parc de 10 mégas de photovoltaïque en France, c'est 7 ans de démarches administratives. À chaque fois, on a des recours. Donc en fait, il y a un sujet, alors je ne veux pas casser l'ambiance, hein, je suis très optimiste, mais voilà, pour faire de l'hydrogène vert, il va falloir produire de l'énergie renouvelable en très 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 grosse quantité. Nous, on est OK pour le faire, on est OK pour investir pour le faire, on a des gens pour faire ça, mais on a quand même le gros sujet de l'acceptabilité de ces projets-là. Et ça a été dit à 2-3 reprises ce soir. Finalement, cette transition énergétique, qu'elle soit pour l'aéronautique, mais pour tous les autres sujets, c'est un sujet de société. C'est est-ce que les gens le souhaitent vraiment? Et moi, je suis pas sûr aujourd'hui. Donc, il y a un sujet d'expliquer, de parler, de former les gens pour leur dire que cette transition, on la fera ensemble. Allez, je m'écarte un tout petit peu de l'aéro 2 secondes.
On a investi l'année dernière, en 2025, en Occitanie, juste dans la région, plusieurs dizaines de millions d'euros pour mettre des bornes de recharge électrique pour que les gens puissent se recharger sur nos stations. Ben, j'ai pas de clients. Enfin, ou pas assez en tout cas, presque pas. J'ai pas fait le tour du parking. En général, je le fais quand j'arrive quelque part. Je fais le tour du parking pour voir s'il y a des voitures électriques. Ça y va, mais doucement. Les gens n'y vont pas forcément tout de suite. Donc ça, bon, il y a un sujet de prix, il y a un sujet de tout ça, quoi. Il y a plein de sujets derrière, hein, mais ça va pas si vite. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ici en Occitanie, moi j'ai vendu plus de carburant en 2025 qu'en 2024. C'est pas moi qui mets le carburant dans le réservoir des bagnoles. Hein. Donc, tu vois, enfin, vous voyez, François, il y a ce sujet de y aller ensemble avec la société, quoi. Et en fait, est-ce que les citoyens, c'est important pour eux d'avoir un avion décarboné? Enfin, quel choix de société on fait? C'est vous, Antoine, qui en avez parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est un sujet vraiment important. Donc, pour produire, c'était ça la question, pour produire du ISAF, il faut faire de l'hydrogène vert, et pour ça, il faut aussi du CO2 qu'il faut capter quelque part. C'est pas simple. Il y a le drapeau qui bouge là. Et donc, il faut beaucoup d'énergie renouvelable. Et le prix, c'est x10. Voilà. Donc, alors, on y bosse. De toute façon, ça sera nécessaire. De toute façon, on est dessus. C'est une nécessité. Autant on est assez confiant sur les 2%, 6% et sur la croissance de la part de SAF dans le mix, autant la part de ISAF là-dedans, on est un peu plus inquiet parce que techniquement, il y a des freins qui sont importants aujourd'hui. Et puis, qui va payer le x10, quoi? Merci beaucoup. Avant de passer à la question suivante et de donner la parole à une personne dont nous pouvons rendre hommage à la patience, juste un mot d'explication sur les 2, 6, 20% qui sont cités par Monsieur Panas. C'est normal qu'il me tutoie, on s'est rencontrés la semaine dernière. Cela constitue, suivant la réglementation européenne qu'a abordé Antoine Salgas, donc les taux de carburant durable à incorporer dans la consommation des avions commerciaux, suivant la réglementation européenne. 2% c'est en ce moment, c'est 2025, de 6% c'est 2030, 20% c'est 2035, jusqu'à 70% en 2050. Et par conséquent, effectivement, ça fait partie des grandes échéances aujourd'hui qui se posent pour les carburants durables. Donc passer de 2 à 6, c'est quand même multiplié par 3, c'est important en taux, mais passer de 6 à 20, c'est multiplié par 3, mais en plus, c'est passé de 6 à 20. Donc, et en effet, ça fait partie des sujets qui peuvent être, qui aujourd'hui se posent question, hein, la capacité à tenir l'objectif 2035. Passons donc à la question, quand même à la question suivante, la troisième question qu'on voulait poser. À quelles conditions les prochains avions décarbonés seront-ils conçus et fabriqués en Europe, en France et même en région toulousaine? Alors pour cela, après avoir une nouvelle fois rendu à sa patience, hommage à votre patience Thierry Cottel, à votre côté zen, qui fait peut-être écho aux drapeaux états-uniens et chinois que nous avons placés ici, puisque des avions, en tout cas, pourraient être aussi conçus dans d'autres pays. Mais si on se place sur le plan de la région toulousaine, et vous allez m'expliquer qu'il y a une région Occitanie, autant qu'une région toulousaine, si on se place sur le plan de la région toulousaine, qu'est-ce qui fait aujourd'hui les atouts de la région et les raisons pour lesquelles elle restera dans le monde de l'aéronautique une région dynamique et quelque part, on aimerait dire centrale? On l'espère en tout cas. Hein, et je voulais remercier évidemment la clarté des propos des uns et des autres, notamment évidemment celle d'Antoine. Il a aussi sa place à la région Occitanie. Parce que si on avait des experts aussi clairs que ça, la décision politique serait peut-être un petit peu plus facile à prendre. En tout cas, merci. Mais pour répondre plus sérieusement à la question pour l'aéronautique, c'est évidemment, vous le savez tous, la place de l'aéronautique en région Occitanie, notamment en ex-région Midi-Pyrénées, j'allais dire, pour les plus anciens, c'est un élément qui est essentiel. On voit bien que depuis une quarantaine d'années, on a désindustrialisé notre pays et le secteur qui finalement résiste le mieux, ou en tout cas même s'est développé, c'est bien le secteur aéronautique. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres, dans les résultats de
de la balance commerciale, notamment en France, qui est à moins 80 milliards d'euros, je le rappelle. La part, en tout cas, l'excédent commercial de l'aéronautique, c'est 30 milliards. Et en région Occitanie, c'est 12 milliards. Donc c'est à peu près 40% en fait de cet excédent-là. Donc quand on a des chiffres comme ça, on a envie de les garder. Et même si on n'a pas envie non plus de prendre notre indépendance, hein, le propos il n'est pas de se dire que la région Occitanie doit être indépendante parce qu'elle est riche de son activité industrielle. Il n'en reste pas moins que ce qui a été réussi ces 50 dernières années, ce que Christian tout à l'heure disait, dans la coopération de plusieurs États européens pour construire donc Airbus notamment, mais aussi pour d'autres secteurs, d'autres avionneurs, même s'ils sont beaucoup plus petits, mais vous en êtes aussi grandement responsable, je pense notamment à ATR. Et après toute la supply chain évidemment qui tourne autour de tout ça. Si on veut que tout ça en fait perdure, si on veut avoir cette industrie forte, qui pour, je le rappelle, et là aussi je dirais c'est la question de l'industrie, c'est pas la question de l'industriel. La question de l'industrie, c'est la question de tout un pays. C'est aussi la capacité de pouvoir avoir gardé le système social que tout le monde nous envie. Tout ça, il faut évidemment le payer. Et si on veut le payer, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un navire France qui vende des choses aussi à l'extérieur, en tout cas qui ait l'autosuffisance pour pouvoir choisir politiquement le fait que socialement il y a des choses qui se passent ici qui n'existent pas ailleurs. Donc c'est ça notre enjeu pour nous, en région Occitanie, c'est de pouvoir garder pour les 50 prochaines années ce qui a été réussi sur les 50 dernières. Et donc l'avion de demain, ben, il faut le construire ici, tout simplement parce qu'on n'a pas envie qu'il soit fait en Chine ni aux États-Unis, mais qu'il soit fait encore évidemment à Toulouse. Voilà la raison pour laquelle en fait on est évidemment très intéressé et on soutient, grâce aux compétences aussi que la région peut avoir sur le développement économique, sur la recherche, on soutient d'une manière assez active l'ensemble en fait du secteur industriel, notamment le secteur aéronautique, je pourrais dire spatial, mais le secteur aéronautique, puisque c'est de ça dont il s'agit là maintenant. Ok, j'ai répondu. C'est très bien, Juno. Je peux... un projet peut-être ou un axe spécifique que suit la région. Alors après, la question c'est la décarbonation de l'industrie et là aussi on a engagé depuis 2 mandats avec la présidente Delga l'idée d'avoir une région à énergie positive parce que tout à l'heure on le disait, c'est aussi une demande assez forte de nos concitoyens que de s'occuper de ce qui se passe au niveau du climat. Donc il faut aussi y répondre, il faut aussi s'associer aux initiatives qui peuvent être prises. Alors il y a le secteur aéronautique, mais il y a d'autres secteurs évidemment, le transport routier. Enfin, quand on parle de région d'énergie positive, ça veut dire qu'on équilibre entre la production d'énergie renouvelable, les consommations. Donc on a une trajectoire à horizon 2050 parce que ça nous permettait de se dire qu'en 2 mandats, on ne viendrait pas nous rendre des comptes pour savoir si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Mais tout ça pour surtout plus sérieusement dire qu'on souhaitait travailler sur les baisses de consommation, tout comme sur la production d'énergie renouvelable d'une manière assez active. Et le transport aérien, évidemment, fait partie, et le secteur industriel fait partie de la décarbonation sur laquelle on s'intéresse tout particulièrement. Et on a parlé évidemment de la question de l'hydrogène, donc on pense évidemment, nous aussi, on croit que l'hydrogène peut être un des vecteurs, et à notre modeste taille, parce que, encore une fois, les régions en France ne sont pas des puissances économiques extrêmement importantes, enfin, les budgets sont relativement faibles, mais par contre, pour les compétences que nous avons, en association évidemment avec des politiques nationales et avec l'État, on accompagne un certain nombre de sujets de recherche, un certain nombre de sujets de développement technologique. Je pourrais citer donc le Technocampus à Francazal que nous allons lancer et qui sera opérationnel dès la fin 2026. Donc c'est quand même plus de 45 millions d'euros d'investissement que l'on effectue aussi en collaboration évidemment avec les industriels, mais également aussi avec le monde académique, les centres de recherche. On pourrait dire aussi que pour la production d'énergie, pour la production de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, on essaie aussi de travailler et d'avoir un certain nombre d'actions bien précises. Donc sur Port-la-Nouvelle, il y a au large de Port-la-Nouvelle le projet d'éolien offshore auquel on croit beaucoup plus que l'éolien terrestre, puisque en offshore on a une régularité en réalité de production de vent et donc de production d'énergie renouvelable, qui est quand même le souci premier des énergies renouvelables. Et derrière ça, il y a l'idée de produire donc de l'hydrogène vert avec cette énergie qu'on pense de manière suffisamment régulière pour pouvoir produire de l'hydrogène.
On a aussi participé à l'émergence en fait d'une société qui s'appelle Genvia, hein, qui travaille sur la partie hydrolyseur. On est même pas simplement en soutien économique au sens subvention du terme, mais aussi en termes de participation à l'intérieur de ces sociétés-là, juste pour montrer que la puissance publique est en capacité aussi de pouvoir le faire. Donc on mène une politique assez active de ce point de vue-là. Voilà. Après, il y a évidemment la question des SAF. Hein. On a signé un accord aussi avec Airbus et avec les principaux acteurs pour pouvoir regarder dans quelle mesure on peut produire donc ce SAF sur la région Occitanie, avec tout ce qui pose problème après derrière sur l'utilisation, et donc aussi avec les plateformes aéroportuaires, donc, dont ATB d'ailleurs, qui nous permet de pouvoir travailler aussi sur la question de l'hydrogène. On a le projet IPOR, hein, qu'on a développé sur ATB, parce qu'on parle beaucoup en fait des avions qui volent, il faut aussi parler de ce qui se passe au sol, où il y a des consommations aussi énergétiques assez importantes. Et là, l'hydrogène peut déjà, sur le transport terrestre, être utilisé d'une manière assez importante. Et on a installé donc une cellule de production d'hydrogène sur l'aéroport. Donc, par ces petites mesures, on va dire, par rapport aux enjeux dont on parlait tout à l'heure, mais on pense que on est dans notre rôle de pousser à trouver des solutions, de les aider, de les accompagner, de façon à pouvoir le faire d'une manière beaucoup plus massive à l'échelon national, voire même à l'échelon européen. D'accord. Alors, merci beaucoup. Peut-être un mot d'employeur. Vous avez évoqué l'importance de l'industrie dans la région Occitanie et en région toulousaine. Peut-être un mot aussi de l'avionneur. La question a deux aspects, hein, sur à quelles conditions prochains avions décarbonés seront-ils conçus et fabriqués en France et voire en région toulousaine. Il y a une question qui est, peut-être que c'est vous pourrez terminer par là, qui est simplement comment est-ce que vous envisagez quelque part de répartir la force de travail, quelque part d'ingénierie, puis un jour de fabrication, qui travaillera aux avions décarbonés à partir de 2035, 2050. Est-ce que si vous avez une vision, ce sera intéressant de la donner. Mais pour l'autre aspect de la question, celui qui est représenté par les petits drapeaux états-uniens et chinois, ici, j'ai quand même une question. Hein. Nous savons tous qu'aujourd'hui, que une partie quand même des autos électriques sont chinoises. Alors, Monsieur Scherer, le prochain avion décarboné sera-t-il chinois ? Il y en aura un, c'est certain. C'est certain. Pour répondre à la première partie de la question, et c'est ce que je trouve très encourageant, c'est pour ça que j'étais ravi de participer à cette discussion, ce soit la ressource la plus importante pour décarboner, c'est celle qui est assise là-bas, au fond de la salle. C'est la ressource intellectuelle. Et ça, on en est absolument persuadé. C'est encore un avantage que nous avons. Alors les concurrents chinois et américains, évidemment, académiquement, sont extrêmement puissants, mais il y a quand même beaucoup d'inertie positive dans le savoir-faire de l'aéronautique qui a ses racines ici même. Et donc nous, je ne le dis pas juste parce que je suis assis dans un amphi de super-héros, mais nous avons tout intérêt à continuer à cultiver cette élite qui est aujourd'hui encore la nôtre. Voilà, je profite d'avoir le micro pour dire que effectivement nous sommes dans une région qui a très très bien compris les enjeux pour notre industrie. Bon, évidemment, nous on emploie 27 000 personnes ici, donc on nous écoute. Mais on est dans une région qui comprend et qui investit. Et je dois l'applaudir. Vous avez mentionné Franck Hazal, l'initiative SAF, etc. Tout ça, ça va complètement dans le bon sens. Cela dit, nous on est une boîte industrielle et on bosse dans la région du monde la plus chère
est la plus contraignante pour l'entrepreneuriat d'une façon générale et l'industrie en particulier. Des normes en veux-tu, en voilà, des complications administratives épouvantables, tout ça c'est des clichés, mais aussi une tendance à taxer pour punir et pas pour utiliser les taxes et l'argent public comme une carotte. Ça, les Américains savent beaucoup mieux le faire que nous. Je voulais citer un chiffre tout à l'heure et je me fais l'écho de ce que vous disiez. Un mandat, si on prend les prix des SAF aujourd'hui, si on mandatait à 10% aujourd'hui, en admettant qu'il y ait assez de SAF pour alimenter les compagnies aériennes, eh bien les compagnies aériennes mondiales ne gagneraient plus d'argent. Voilà. La simple marge, c'est un sale métier, hein, le transport aérien, franchement. Alors, on leur a cassé du sucre sur le dos tout à l'heure, mais c'est un très très dur métier. C'est vraiment pas un métier très profitable. Il a un rôle social énorme. Il a un rôle de moteur, de catalyseur social énorme, mais qui est pas payé à sa juste valeur. Il faut être honnête avec nos clients, avec nos compagnies aériennes. Donc, 10% de mandat de SAF aujourd'hui, au prix actuel du SAF, il n'y a plus de compagnies aériennes. Voilà, je voulais dire ça au passage. Donc, si on taxe, alors je suis pas en train de faire l'apologie de la taxation, hein, mais si on taxe, il faut que cet argent aille directement dans la recherche de la décarbonation et ne disparaît pas dans tout un tas de choses annexes. Je m'en tiendrai à ça. La dernière fois qu'on a essayé de taxer un carburant, ça a fait les gilets jaunes. Hein. C'est ça la difficulté. J'ai bien compris aussi que de toute façon, les prix vont monter. Les prix des carburants durables vont monter indépendamment de la taxation, du choix de la taxer ou non. Je peux pas répondre sur comment il faut faire pour garder la fabrication d'avions en France. Je peux vous dire comment on peut faire pour garder la fabrication de SAF en France. Je veux bien aussi. En fait, nous, on est confronté à une problématique importante et une autre un peu moins importante. Je vais commencer par la moins importante. Les paliers, là, 2, 6, 20, dont on a parlé tout à l'heure, au 31 décembre 2029, il faudra faire 2% de SAF et au 1er janvier, 6%. En fait, pour nous, en tant qu'industriels, faire x3 en une nuit, c'est assez compliqué, quoi. Et donc, on est en train de travailler à imaginer une progression progressive de 2 à 6 sur les 4 ans qui viennent. Parce qu'en fait, en vrai, nous, on sait déjà faire plus que les 2%. On sait les produire. On les produit déjà. Et comme je le disais en introduction, les compagnies aériennes ont du mal à nous acheter notre SAF pour les raisons que vous évoquiez là, hein, de rentabilité. Voilà, on pousse à une montée progressive et pas un x3 en une nuit. Donc ça, c'est le premier sujet, mais c'est un sujet pas très grave parce que ça peut se régler facilement. Le deuxième sujet qui est un peu plus grave et sur lequel on est en train de travailler là, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe laisse rentrer des SAF chinois et asiatiques d'une manière générale sur le marché européen et qu'évidemment, il est moins cher que le SAF fabriqué en France et que nous, ça nous met en difficulté. Quand je dis ça, hein, c'est moindre échelle qu'Airbus, mais c'est quand même des emplois en France, c'est des sites industriels, c'est des bioraffineries qui fonctionnent grâce à ces produits-là. Si on n'arrive pas à les vendre, on va arrêter. Enfin, il est possible qu'on arrête, quoi. Donc, il y a ce sujet de faire de l'anti-dumping de ces SAF chinois, parce que les SAF chinois sont subventionnés. Hein. C'est pas qu'ils savent faire moins cher que nous. C'est plutôt que de taxer, eux, ils subventionnent pour pouvoir exporter leur SAF dans le monde entier. Et ils y arrivent. Et donc ça, je pense que l'Europe aurait intérêt à se protéger si on veut continuer à produire du SAF sur le territoire européen, quoi, et français notamment. Donc alors le politique, en tout cas ici, c'est vous, Thierry Cotel, mais si je comprends bien, vous allez tous être d'accord pour dire qu'au-delà donc de la réglementation actuelle, la protection de l'effort qui est réalisé en Union européenne sur la décarbonation est aussi un sujet à traiter. On parle à l'heure où, au 1er janvier 2026, a été démarrer la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui
devrait donc du coup être étendue jusqu'à protéger les différentes, les fabricants et les utilisateurs d'avions et de carburants durables, de carburants décarbonés. Nous sommes d'accord? Très bien, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ok, on a une dernière question qui a été tellement largement déflorée que ça va peut-être aller vite, mais c'était à quel coût? Bon, encore une fois, je vais en remettre une couche sur la compagnie aérienne, puisque c'est une question peut-être très intéressante à poser à la compagnie aérienne sur la manière dont elle perçoit le coût de la décarbonation et par conséquent l'équation économique de sa mise en œuvre. Je me suis arrêté. Ouais. Il va être l'heure, hein, là, oui, on est d'accord. Donc non seulement le sujet a été défloré et donc peut-être traité en une ou deux phrases chez messieurs, mais donc d'autre part, nous n'avons pas l'intervenant qui nous permettrait de le traiter, et je vous invite à la prochaine réunion. Que nous organiserons avec lui dans d'autres conditions. Cela dit, un mot, oui, tout de même. Tout à fait. Un mot sur le coût, et je vais donc passer la parole à Antoine Salgas et puis demander à chacun d'entre vous, quels sont les éléments qui vous préoccupent le plus dans l'éventuelle augmentation de coûts, issus directement ou indirectement de l'effort de décarbonation de l'aviation commerciale. Antoine Salgas? Ouais, tout à fait. Donc, je vais essayer de faire rapide. Je pense qu'il y a plusieurs points. Le premier étant que on a un secteur qui s'est libéralisé, c'est bien, ça a permis de se développer, mais maintenant on se rend compte qu'on n'arrive plus à concevoir de politique publique qui soit idéale pour le secteur. Je prends un exemple, si vous considérez le mandat d'incorporation ETS, là, et que vous prenez un passager qui veut faire Europe-Asie, donc Paris-Pékin, on va dire. Donc la compagnie qui va faire Paris-Pékin, que ce soit française ou chinoise, elle va devoir mettre du SAF à hauteur de tout le vol. Donc si on a un SAF qui est 3, 4, 5 fois plus cher, ça a quand même un impact important sur le prix du billet. Si maintenant on a une compagnie qui est basée à Istanbul au hasard et qui va proposer le même vol, elle va devoir incorporer du SAF que sur la première partie du billet et pas sur la deuxième. Du coup, elle va pouvoir proposer un prix du billet beaucoup plus faible pour le passager. Donc en fait, on a des problématiques de fuite carbone qui sont très importantes et qui ne sont pas traitées à l'heure actuelle par les réglementations. Donc c'est un premier point, et le point qui suit directement, c'est qu'en fait, l'augmentation du prix du billet n'a pas du tout le même impact si elle est globale ou si elle est locale. Si vous augmentez de 20% le prix de tous les billets dans le monde de toutes les compagnies, 20% sur un voyage complet, c'est pas énorme, ça va pas avoir un impact considérable sur l'ensemble du trafic. Par contre, si vous augmentez 20% le prix d'une compagnie ou des compagnies européennes, ça peut avoir des conséquences vachement plus désastreuses. Donc, il faut, à mon avis, commencer à entamer la réflexion sur comment on vient piloter ces politiques publiques-là, les politiques qu'on choisira. Et deuxième chose, on parle beaucoup du coût des carburants. Il y a un point qu'il faut garder quand même en tête, c'est le coût de ne pas acheter ces carburants et de ne pas décarboner l'aéronautique, qui est un coût qui interviendra plus tard. J'avais mis sur une slide, j'ai pas eu le temps d'insister dessus, mais c'est selon les estimations. Si on ramène ce qui se passera dans le futur aujourd'hui, c'est un point de vue très économiste encore une fois, mais qui est quand même assez intéressant de s'attarder dessus. Une tonne qu'on émet aujourd'hui, elle vaudra il y a beaucoup d'incertitudes, mais entre 200, 1000, voire 2000 euros par tonne de CO2. Donc en fait, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et ce qu'on ne dépense pas aujourd'hui, on devra le dépenser demain pour réparer des choses qui peuvent être très graves, hein, des inondations, des famines, etc. C'est difficile de parler qu'en argent pour ces sujets-là, mais on peut quand même utiliser les outils de l'économie de l'environnement pour aborder ces sujets-là, et je pense que c'est assez intéressant de toujours l'avoir en tête, que quand on regarde des coûts importants de décarbonation, il y a toujours des coûts très importants aussi de non-décarbonation qui sont derrière. Voilà. Un mot, si vous le jugez utile. Merci. Non, je ne veux pas être très loquace sur le coût là, mais pour travailler sur le prix d'un SAF, pour nous, c'est le prix des matières premières, le prix de process, et puis après, derrière, notre marge, et puis ce qu'on arrive à vendre à notre client. Le prix des matières premières, on l'a vu, hein, sur la biomasse, ça ne va pas aller en baissant, sauf à travailler avec l'agriculture, c'est peut-être un sujet. Le prix du process, le coût du process, nous, on s'améliore tous les jours.
On est aussi une entreprise qui capitalise sur le savoir-faire des gens, l'humain et la science de nos ingénieurs. Et notre marge, elle est comme sur le carburant aérien déjà, elle est faible. Et donc, on a une marge de manœuvre finalement qui est assez réduite, quoi. Donc, faut pas s'attendre à des prix qui vont dégringoler. Et effectivement, complètement en phase. Hein. Plus vite on attaque le sujet et plus on gagne. Ça, c'est sûr. Donc voilà, on est dessus. Merci. Ah si, juste un petit point d'optimiste. Je m'étais noté ça avant de venir quand même. En fait, les émissions de CO2 d'un carburant et d'un kérosène, d'un jet, c'est scope 1, scope 2, scope 3. On a beaucoup parlé du scope 3, c'est-à-dire de ce que cramait l'avion quand il cramait du kérosène, de ce qu'il émettait. Mais en vrai, il y a aussi scope 1 et scope 2, donc de ce que nous, on émet quand on produit ce kérosène. Et on a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on travaille sur l'efficience de nos sites industriels qui produisent nos raffineries et nos bioraffineries. Et on a limité nos émissions de gaz à effet de serre de 30% en 3 ans là, sur nos sites. Donc ça vient directement impacter finalement le bilan carbone des utilisateurs derrière, donc d'Airbus et des compagnies. C'est le petit point positif. On en a. Thierry Cotel, donc oui, un mot comme conseiller régional. Je ne sais pas si c'est pas une conclusion, mais en tous les cas, c'est ce genre de débat qui fait avancer aussi la réflexion de l'ensemble de nos concitoyens. C'est-à-dire que on a très souvent cloisonné en fait les débats. On a envie d'une planète plus propre, mais on n'a pas envie non plus socialement d'être déclassé, etc., etc. On voit bien que ce sont des choix politiques aussi qu'on doit mener, sur lesquels en fait on doit débattre de manière assez la plus transparente possible en tout cas, avoir des experts et s'appuyer évidemment sur ça de façon à avoir sa propre réflexion et regarder un peu dans quelle société on veut véritablement vivre. Et tout à l'heure on parlait de protection, c'était un mot qui était absolument banni depuis de nombreuses années. Hein. On a quand même un espace européen qui est sûrement celui le plus ouvert au monde. Et donc le plus ouvert en fait à des produits qui sont importés, qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous souhaitons fabriquer avec une énergie extrêmement carbonée. Enfin, on parle beaucoup d'énergie renouvelable en Europe, on parle beaucoup aussi, alors on a aussi le nucléaire, mais dans de nombreux pays, le charbon a encore été utilisé, en Europe, mais surtout aussi un peu partout, en Chine. Hein. Je rappelle qu'en 2023, je crois, c'était plus de 600 centrales à charbon qui ont été construites en Chine. Donc, il y a le sujet est évidemment global. Donc, il faut savoir aussi se protéger et il faut se dire que de temps en temps, il faut défendre aussi nos intérêts. Les Chinois et les États-Unis le font parfaitement. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Il faut un petit peu plus de volonté politique, un petit peu plus de débat démocratique aussi. Et je ne suis pas sûr qu'on utilise cette carte-là aussi souvent qu'il le faudrait. Et puis on terminera par vous, Christian Scherer, sur un mot peut-être sur le coup et sur un mot de conclusion. Un mot de conclusion, je reste optimiste, moi. Pourquoi ? Parce que plus on y réfléchit, plus on ronge cet os, plus on s'aperçoit que la décarbonation, c'est pas l'affaire de Total Energy, c'est pas l'affaire d'Airbus, c'est pas l'affaire d'Air France, c'est l'affaire de tout le monde. Et je reste optimiste parce que le rouage économique va nous pousser vers la décarbonation, qu'on le veuille ou pas. Le coût de ne pas décarboner va devenir totalement prohibitif. Il y a des études qui disent que si le réchauffement atteint 4%, on perd 70% de GDP. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est monstrueux, c'est énorme. Donc, on a tous, nous, avionneurs, on n'a pas envie de devenir obsolète. La compagnie aérienne, pareil. La société a besoin de connectivité. Donc, le pouvoir public va soutenir l'effort de décarbonation. Donc, je pense que tout ceci va arriver à converger. Je suis heureux, moi, de vivre dans une région du monde, même si elle est pénible pour l'entrepreneur, mais dans une région qui a un modèle social et une conscience sociale la plus avancée au monde. Donc, moi, je pense que si chacun prend ses responsabilités, bien l'équation économique va nous pousser à décarboner. Peut-être pas tout à fait aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Je terminerai là-dessus.
l'idée, on s'attendait un petit peu à peut-être une petite provocation ou torpille venant de la salle là, en disant on n'a qu'à arrêter de voler. Bon, ça va peut-être encore arriver. Arrêter de voler. Non, il n'y a pas le temps. On est dans un pays. Bon, oui. On est dans un pays. Je conclue. 8% du GDP français, c'est le tourisme. En Espagne, c'est encore plus, c'est 12%. 80% des touristes qui vont dans notre pays viennent en avion. C'est pour ça que je pense que il n'y a pas de solution blanc et noir, c'est une conjugaison de l'ensemble de ces forces économiques et sociales qui vont nous mener à terme à décarboner notre industrie. Très bien. Avant de vous remercier, on va essayer de donner une réponse ou une première réponse à la question. Est-ce qu'on peut concilier la croissance du trafic et la neutralité carbone 2050 ? Antoine Salgas a donné la réponse au début, il a défloré, mais oui, c'est possible. Bien sûr, il y a de l'incertain. Ce qui est frappant aussi, et je trouve qu'on l'a bien entendu ce soir, c'est que beaucoup de choses sont écrites et lancées. C'est qu'il y a des éléments, des actions, en particulier sur le développement de la fabrication de carburants durables, en particulier sur la continuation du travail de l'industrie aéronautique pour faire des avions de plus en plus performants, pour les adapter plus vite peut-être que par le passé. Et ceci est aussi un élément positif qui doit tous nous donner le courage d'affronter le sujet. Il nous reste, et je vais passer la parole à Philippe pour remercier nos intervenants. Oui, merci. Alors, on a prévu un petit cadeau symbolique et justement pour réfléchir par rapport à la question sociétale et à quelle vitesse nous, citoyens, nous pouvons bouger. Donc, je vous montre cet ouvrage de Jean-Marc Jancovici, Le monde sans fin. Donc, alors, Jancovici, c'est intéressant puisqu'il est polémiqué, il est un peu polémique, il pousse le bouchon un petit peu loin. Mais au-delà de ça, c'est un polytechnicien qui est un cerveau analytique assez puissant et qui a fait cette bande dessinée très bien vulgarisée, où là, il ne prend pas de parti polémique, mais il rentre dans la science et dans l'explication de la complexité des mécanismes du réchauffement climatique. Et avant tout, pour que chacun de citoyens puisse changer de regard, il faut déjà, dans ses tripes, avoir compris le truc, y croire et savoir que la baffe, elle nous arrive vraiment dans la figure. Donc je ne sais pas qui dans la salle n'a pas encore lu cet ouvrage. Donc avant de l'offrir à nos invités, j'en profite à passer ce message. Si vous ne l'avez pas lu, faites-le et ça vous ouvrira les yeux sur l'urgence du sujet. Voilà. Merci à tous. Et donc, puisque le travail est déjà en cours sur la décarbonation, retroussons nos manches et surtout, allons prendre des forces. Et j'ai fait une omission dans mon discours. J'avais beau avoir un papier, j'ai quand même oublié quelque chose. C'est de remercier Pierre Combe, le coprésident des alumni de Midi-Pyrénées, qui quelque part a été le catalyseur pour nous et permettre cet événement ce soir, puisque par son amitié, il nous a présenté Christian Scherer. Et là, on s'est bougé et on a accéléré. Et avec Supaéro et avec les Gazars, on a réussi à monter cet événement. Et tout de suite. Et Supaéro, ce n'est pas qu'une école d'aéronautique et d'espace, c'est aussi Supapéro. Et je vous propose de continuer ces échanges dans le hall par lequel vous êtes rentrés, où l'association Supaéro vous a proposé, en lien avec les autres associations, un cocktail. Excusez-moi, je suis désolé de vous importuner avant le cocktail. Je suis un étudiant de atterrissage d'urgence, qui est un collectif militant qui milite pour la décarbonation de l'aviation. On est venu à la conférence pour pouvoir justement discuter avec tous les acteurs du secteur.
on est très déçus de pas pouvoir poser de questions. Parce qu'en fait, durant toute cette heure, on a abordé toutes les questions vis-à-vis de l'aspect énergétique, de l'aspect technologique. On n'a jamais abordé la question de la décroissance, qui est documentée aujourd'hui. On a de nombreux chercheurs qui disent que, en fait, on ne pourra pas s'en sortir sans décroissance, que ce soit du secteur aérien, que ce soit du PIB. D'ailleurs, le PIB, on en parle, mais est-ce que c'est vraiment une vraie boussole à suivre dans une transition énergétique et écologique? C'est une discussion qu'on n'a pas eue ici ce soir, et je suis très déçu qu'on n'ait pas pu avoir cet échange-là. Voilà, merci.